Je me souviens de l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Hamelin était cette ville de l'ancienne Allemagne qui avait été envahie par une marée de rats. On avait promis une forte récompense à qui saurait les exterminer. Un homme était venu, coiffé d'un chapeau vert. Il avait sorti une petite flûte de bois noir et avait joué une horrible musique, aigre et stridente. Ensorcelés, les rats avaient suivi l'homme et étaient allés se jeter par centaines de milliers dans le fleuve qui passait là. Mais la ville ne tint pas sa promesse et refusa de payer sa récompense à l'homme pour une tâche qui semblait si facile. L'homme quitta la ville sans protester, mais plus tard il revint. Il portait un chapeau rouge cette fois, et il se mit à jouer un air si mélodieux avec sa petite flûte noire que les adultes en restèrent figés. Sous le charme de la flûte, tous les enfants de la ville suivirent l'homme, disparurent dans une caverne sous la montagne, et on ne les revit plus jamais. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas très bien la morale de cette histoire. Les enfants avaient-ils été punis pour la faute de leurs parents ? Ou connaissaient-ils au contraire un bonheur désormais sans limite dans un monde enfin débarrassé des adultes, à jouer et à danser au son d'une musique merveilleuse ? Ce matin, lundi 12 juin 2000, nous sommes 45 000 personnes à entreprendre le même voyage. 45 000 qui, probablement envoûtés comme je dois l'être moi-même, avons décidé de passer la journée dans un parc de loisirs appelé Disneyland. 12 millions l'ont fait l'année dernière. 12 millions le feront cette année. Depuis 8 ans que cet endroit existe, 85 millions d'hommes, de femmes, de vieillards, d'adolescents, d'enfants, de bébés se sont rendus au son du joueur de flûte de Disneyland Paris. Qu'a-t-on fait de tous ces gens ? C'est étrange que personne n'ait jamais raconté ce qu'ils étaient devenus. En entreprenant à mon tour ce voyage, j'ai en moi ce matin comme une petite zone d'inquiétude. Une question surtout me préoccupe. Une plus que toutes les autres. Nous, je veux dire les 45 000 personnes qui, ce matin, partis de Paris, de banlieue, des campagnes environnantes ou d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, nous, les 45 000 qui serons à Disneyland aujourd'hui, serons-nous les enfants de l'histoire ou n'en serons-nous que les rats ? La musique qui nous attire est-elle aussi brillante que l'eau qui court au soleil ? Ou bien est-elle incohérente et triste, d'une aigreur à serrer le cœur et à faire se dresser les cheveux sur la tête ? Quand je serai à Disneyland, je chercherai la caverne, cachée sous la montagne. Je me mettrai à genoux et je poserai mon oreille contre le rocher. Peut-être qu'alors, j'entendrai des chansons, des rires, et le bruit de centaines de milliers de petits pieds battant le sol en cadence, au son d'une musique merveilleuse. Celle du joueur, bien sûr. Le joueur de flûte. Français, dites bonjour. English, say hello. Deutsch, sag guten Tag. Espagnol, di hola. Italiano, di ciao. Bienvenue humain. 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 Bienvenue humain.
Bienvenue humain, je suis Ingrid, logiciel intégré issu d'un réseau informatique englobant tout l'univers. Je peux vous apprendre des choses sur vous-même. Il vous suffira de répondre à quelques questions simples. Parlez très distinctement dans le micro. Afin de faciliter notre entretien, veillez à bien articuler et à bien détacher chaque mot. Vos options figureront ci-dessous. Voici la première question. Quand vous voyagez à travers l'univers, vous repérez-vous à l'aide d'une carte ou trouvez-vous votre chemin grâce à votre boussole interne? J'ai entendu quelqu'un dire un jour à la radio que faire de la géographie était une manière de faire de l'histoire, que voyager dans l'espace était une façon de voyager dans le temps. Dans son premier livre, Herbert George Wells avait écrit « Je crains de ne pouvoir exprimer les singulières sensations d'un voyage dans le temps. Elles sont trop déplaisantes. On éprouve exactement la même chose que sur les montagnes russes dans les foires. Un irrésistible élan, tête baissée, ainsi que l'horrible pressentiment d'un écrasement inévitable et imminent. » Le livre s'appelait « La machine à explorer le temps ». À la fin, l'explorateur disparaissait, ne laissant pour preuve de son voyage dans l'avenir que 2 pauvres fleurs fanées. Quelle belle idée que l'on puisse rapporter de l'avenir quelque chose de fané. Parfois les voyageurs du temps, voyageurs imprudents dit-on, font quelques fausses manœuvres, négligent un détail et se retrouvent à une époque bien différente de celle qu'ils comptaient rejoindre. Eh bien, je crois que c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. En partant pour Disneyland, j'ai cru programmer un voyage dans le futur, ou tout au moins dans un présent légèrement teinté de futurisme. Mais je crains d'être à mon tour victime d'une légère erreur de programmation. Quelque chose est en train d'évoluer, je le sens. Mais je ne suis pas certain que ce soit dans le bon sens. Disneyland est le pays de l'enfance. Je dois donc être en train de me diriger vers ça, l'enfance. Je ne sais pas ce que c'est que l'enfance. Je n'en ai aucun souvenir. Est-ce qu'on perd ses souvenirs une fois pour toutes ou est-ce qu'ils restent là, à l'affût, déguisés en neurones, métamorphosés en organes ou en muscles? Est-ce qu'on retrouvera un jour l'enfance qui a été la nôtre, cachée dans nos squelettes, gravée dans nos fibres ou nos cellules? On retrouve bien des bactéries fossilisées dans des cailloux. Imaginons un adulte qui imagine son enfance. Il ne cesse d'être adulte pour autant. Rien de l'enfance ne lui sera donc jamais accessible. L'enfant, lui, rêve du jour où, enfin adulte, il pourra dépenser son salaire entier en bonbons. Et aujourd'hui, je m'interroge. Si l'enfant que j'ai été a un jour fait ce rêve, pourquoi l'adulte que je suis n'a-t-il jamais trouvé le moyen d'acheter 10 000 francs de bonbons? Peut-être que l'enfance n'est pas une réalité, du moins pour un adulte. Et peut-être que Disneyland non plus n'est pas une réalité. Du moins, pour quelqu'un qui n'est pas à Disneyland. Un jour, une étudiante a demandé à Philip Kindred-Dick, le célèbre écrivain américain de science-fiction, de lui fournir une définition de la réalité pour son cours de philosophie. Il a réfléchi et il a fini par dire « La réalité, c'est ce qui, lorsqu'on cesse d'y croire, ne s'en va pas. » Tout ce qu'il a répondu. Depuis, j'ai plusieurs fois repensé à sa définition et je n'ai pas réussi à en trouver de meilleure. Alors je me demande, Disneyland cessera-t-il d'exister si je cesse d'y croire? Et les enfants vont-ils disparaître le jour où nous cesserons de croire à Disneyland? Je connais 2 animaux qui tiennent compagnie aux humains. Si vous étiez l'un de ces animaux, lequel seriez-vous? Un chien ou un chat?
Aujourd'hui, j'ai rencontré Dingo. Il est soucieux parce qu'hier, il est allé voir la direction pour la première fois. Les costumes sont froids en hiver, chauds en été, la vision et la respiration difficiles, et rien n'a vraiment été prévu pour aller aux toilettes. Alors Mickey, Minnie, Pluto et Donald l'ont élu délégué et lui ont demandé d'obtenir de la direction qu'elle supprime ses inconvénients. On lui a indiqué le bureau compétent. Il a frappé et il est entré. Un jeune homme lui a souri de derrière sa grande table de travail. Dingo ne savait pas s'il devait s'asseoir. Il y avait bien une chaise, mais il pensait que ce n'était pas convenable de s'y asseoir dès sa première visite. Il a donc raconté son histoire debout. Quand il a eu fini, l'homme qui l'écoutait s'est levé lentement, lui a tapé sur l'épaule en disant « Notre directeur est jeune. Il a de grands projets. Et un seul d'entre vous lui importe autant que tous. Il est capable de passer des journées entières avec je ne sais quel petit employé insignifiant comme toi. Il s'assoit avec lui sur une chaise, genou contre genou. Il le tient embrassé. Il réquisitionne son oreille à laquelle rien d'autre n'a plus accès et il se met à l'écoute. Il ne juge pas utile de pousser le personnel à travailler. Celui que sa propre raison ne conduit pas à travailler le mieux possible, celui-là, d'après lui, ne fera jamais un bon employé. Il sentira lui-même si fort à quel point il est déplacé qu'il n'attendra pas d'être renvoyé et il partira de sa propre initiative. Et ça se fera si vite que ni l'entreprise ni l'employé n'auront beaucoup à en souffrir. et l'a poussé doucement dans la pièce voisine où le responsable les attendait. Quelques mots chuchotés par le jeune homme ont suffi au responsable pour saisir le sujet de la plainte. Le responsable s'est levé, Dingo allait se présenter, mais le responsable lui a coupé la parole. Oui, c'est bon, je te connais très bien. Ta demande est certainement justifiée. Moi et ces messieurs de la direction, on serait les derniers à ne pas le reconnaître. Crois-moi, le bien-être des employés nous tient plus à cœur que les bénéfices de l'entreprise. L'entreprise peut toujours être perfectionnée, ça ne coûte que de l'argent. L'argent n'est pas un problème, mais qu'un employé risque de tomber malade, c'est pour nous beaucoup plus embêtant. C'est pourquoi tout projet visant à introduire de nouvelles mesures de sécurité, de nouveaux allègements, de nouvelles commodités, nous intéresse plus que tu ne penses. Tu vas donc nous laisser tes suggestions et on les examinera avec attention. S'il faut encore y ajouter je ne sais quelle petite innovation éblouissante, on ne la rejettera certainement pas. Et dès que ce sera fini, vous aurez vos costumes neufs. Un pour l'été, un pour l'hiver. Quant aux commodités d'hygiène, de vision et de respiration... Quant aux commodités d'hygiène, de vision et de respiration, on allait étudier des solutions appropriées et on les intégrerait aux nouveaux costumes. C'était bien ça ? Dingo était stupéfait. Il a répondu « Oui, c'était bien ça la revendication. » Alors, le responsable a pris Dingo par l'épaule et l'a raccompagné jusque sur le seuil du bâtiment des bureaux en lui disant « Maintenant, dis bien à tes collègues du parc que tant que la direction n'aura pas fait de votre lieu de travail un salon, un lieu de bonheur et de confort, elle ne connaîtra pas le repos. Et elle ne le connaîtra plus jamais si, à la fin des fins, sur votre lit de mort, vous ne mourrez pas tous le sourire aux lèvres en repensant à l'époque heureuse où vous étiez employé dans l'entreprise. » Là-dessus, le responsable qui raccompagnait Dingo a tourné le dos et il a regagné son bureau. Aujourd'hui, Dingo a repris le travail. Il a confiance. Tout devrait s'arranger. Dites-moi, aimez-vous les grandes réceptions? Ça, c'est la grande parade. Elle a lieu chaque jour à 15h. Parmi la foule des visiteurs se trouve en ce moment une toute jeune fille de 10 ou 12 ans. Elle est brune. Un grand sourire éclaire son visage et elle regarde le spectacle avec avidité. Près d'elle, légèrement en retrait, sa mère lui abandonne le bras que la très jeune fille serre à deux mains contre sa poitrine.
Parfois, elle sautille en battant des mains comme un enfant. Mais toujours elle finit par reprendre le bras de sa mère, qu'elle serre fort contre son cœur. À quelques mètres de là, une employée de Disneyland détache discrètement une danseuse de la parade et la conduit devant la mère et sa fille. La mère dit quelques mots à la danseuse, qui répond timidement. Mais la musique est trop forte et je n'entends pas ce que les deux femmes se disent. L'employé de Disneyland pousse alors la danseuse vers la petite fille. Costume d'andalouse, longue jupe à volants, corsage brodé de gros fils d'or et de rubans. La danseuse, docile comme une poupée vivante offerte en cadeau, s'avance très près de la petite jeune fille. Quand la mère prend les mains de sa fille et les pose sur le corps de la danseuse, je comprends que la petite fille est aveugle. Elle touche la perruque, le visage, les épaules, la poitrine, le ventre. La danseuse se penche. Elle ramène un volant du bas de sa jupe. La petite fille frotte le tissu contre sa joue en riant. Elle touche tout ce qu'elle veut. La danseuse se laisse faire. Parfois, la petite jeune fille s'arrête et se concentre. Elle imagine. Mentalement, elle raccorde une forme avec une autre, une sensation avec une autre. Dans sa tête, sans doute, elle reconstitue le costume, peut-être même toute la parade. À un moment, la mère fait un signe à l'employé. L'employé, à son tour, tape légèrement sur l'épaule de la danseuse. La danseuse fait alors une révérence, en souriant. Chuchote quelques mots que je n'entends pas à l'oreille de la petite jeune fille et court retrouver sa place dans la parade. Maintenant, la petite fille s'est blottie, frémissante d'excitation, contre le ventre de sa mère. La mère, quant à elle, devait bien savoir que la grande parade serait pour sa fille bien plus belle que ce qu'en voient tous les autres enfants. Disneyland a été fait pour les aveugles. J'aimerais savoir une chose. Vous sentez-vous plus proche de la Lune ou du Soleil? Hier soir, à l'hôtel, j'ai rencontré M. Robert. Je l'ai remarqué parce qu'à un moment, le capitaine Crochet s'est assis à sa table pour une petite conversation. C'était plutôt gentil de la part du capitaine Crochet, parce que ce monsieur avait l'air vraiment seul. Monsieur Robert et moi, on a sympathisé. Il est là pour le week-end. Je lui ai demandé si c'était pour raison professionnelle. Il m'a répondu « Non, je suis à la retraite. Je suis là pour convenance personnelle. » Je crois qu'il voulait dire qu'il était là pour son plaisir. Lui et moi, on a parlé longtemps. Il est veuf. Sa femme est morte l'année dernière d'un cancer des amygdales. Je n'avais jamais entendu parler du cancer des amygdales. Lui-même avait eu cette maladie il y a de ça quelques années et en avait guéri de façon presque miraculeuse. Les médecins n'en revenaient pas. Et puis, 5 ans après, sa femme attrape la même chose. Et en
2 mois, elle est morte. Je lui ai dit « Oh, je suis désolé ». Ça m'a rappelé une histoire de Kipling que j'ai lue il y a longtemps. Je lui ai demandé si ça le gênait que je lui raconte une histoire de cancer. Et il m'a dit « Au contraire, j'ai très envie d'entendre des histoires de cancer ». Alors je lui ai demandé s'il savait que Kipling était mort du cancer. Le cancer est le thème d'une de ses nouvelles, La maison du désir. Il s'agit d'une femme abandonnée par son amant et qui apprend l'existence d'une maison où on exauce les désirs. Mais ce don magique impose certaines conditions. Elle s'aperçoit que l'homme qui l'a abandonnée a une autre maîtresse, qu'il est malade et se sait atteint d'un cancer. Elle va donc dans cette maison, dans une rue inconnue, et elle appelle. Au bout d'un moment, du fond de la maison, elle entend approcher un pas, suivi d'un grognement presque inhumain, et elle sent une présence de l'autre côté de la porte. Alors, à cette chose, elle demande que le mal de son amant lui soit donné, que la souffrance de cet homme, son ancien amant, passe en elle. Elle attend, puis elle entend s'éloigner les pas. Alors elle rentre chez elle, elle se couche, et elle commence à sentir les souffrances du cancer. Plus tard, il lui arrive de croiser son amant. Elle remarque qu'il va mieux, mais elle n'ose pas lui adresser la parole. Et lui ne peut pas savoir que la douleur qui l'a quitté, c'est elle, son ancienne maîtresse, qui l'héberge désormais. Monsieur Robert me demande « Il ne le sait jamais ?» Je réponds « Non, il ne le sait pas. Elle lui donne sa vie, il lui donne la mort, il ne le saura jamais. Mais vous et moi, nous le savons, je lui dis, et les milliers de lecteurs de Kipling le savent. » Je lui dis que je trouvais que c'était une histoire d'amour tellement belle. « Oui », m'a-t-il répondu. « Peut-être les hommes font-ils ça aux femmes, mais raconter comme ça, c'est quand même vraiment triste. » Monsieur Robert a eu l'air impressionné par l'histoire. Je me demande si c'était vraiment une bonne idée de lui raconter. Voici à présent une question facile. Que préféreriez-vous avoir à la maison? Un robot ou un bébé? À Disneyland, j'ai rencontré des êtres surprenants. Des êtres grotesques, inhabituels. Ils marchent 3 fois plus méthodiquement que les gens normaux. Ils posent les pieds comme s'ils avaient des poids de fer à leurs semelles, sans jamais sembler remarquer à quel point ils sont lents et maladroits. Tous ont cette attitude étonnamment raide. Ce ne sont pas des êtres souples, ce sont des caractères. Ils appartiennent à toutes les espèces. Ils ont tous les âges, tous les tempéraments, et ils ont presque toutes les occupations imaginables. Chacun n'est qu'une infime cellule de ce monde complexe et incroyablement peuplé. Mais chacun est aussi une existence individuelle, aussi unique qu'une empreinte digitale ou qu'un flocon de neige. Chacun possède un vêtement qui est le signe de son être. Chacun porte, dans les attitudes de son corps, dans ses membres, sur sa face, le signe d'une légende, d'une époque et d'un endroit du monde. Le plus simple, le plus rapide,
ou le plus fort d'entre eux, a dû être tellement marqué par son existence qu'il paraît avoir une blessure à cacher, une nudité à couvrir. Devant les autres êtres, malgré la confiance, chacun garde pour lui le mystère de son identité. Devant les miroirs, chacun s'acharne à sauver ce qu'il a d'unique, ce qu'il a de certain, et qui s'est blotti depuis le début tout au fond de lui. Ce n'est que dans certains moments de solitude que l'enveloppe tombe. Mais il est rare que ces moments soient aperçus par les autres. Chacun exécute son destin jusque dans ses moindres détails. Ce sont des êtres du renoncement et de l'abnégation. Ils ne parlent pas, ne se plaignent pas, ne se révoltent pas. Ce sont de pauvres êtres. Dans la vie, quelle attitude adoptez-vous devant les problèmes? Avancez-vous tout droit comme un faisceau lumineux, ou bien tournez-vous en rond comme une comète autour du soleil? La chose s'est passée, m'a raconté le capitaine, il y a quelques années, lors d'une de mes premières traversées sur le Mississippi à bord du Molly Brown. Je faisais ma tournée à l'heure habituelle, échangeant quelques mots ici ou là avec les passagers. Tout à coup, un
Un sentiment d'oppression m'envahit. Le 6e transat de la rangée était vide. Mais je crois que j'étais encore beaucoup plus oppressé en passant devant les jours précédents, lorsque j'adressais un salut muet à la jeune femme qui s'y tenait d'ordinaire immobile, le regard perdu au loin. Elle était très belle, mais non moins que sa beauté, sa réserve frappait. Une réserve telle qu'on n'avait que rarement l'occasion d'entendre sa voix. La voix la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue. Rauque et enfumée, sombre, métallique. Un jour, comme je lui avais ramassé son mouchoir, je me rappelle encore combien l'emblème m'en avait frappé, un écu à 3 bandes avec une étoile dans chaque bande. Elle avait eu pour me dire merci l'expression de quelqu'un à qui on vient de sauver la vie. Cet autre jour, donc, j'allais me mettre en quête du médecin de bord pour savoir si la dame était souffrante, quand un tourbillon de bouts de papier blanc m'enveloppa. Levant les yeux, je découvris celle que je cherchais, appuyée à la rambarde du pont arrière, suivant d'un regard absent un essaim de papier divers avec lesquels jouaient le vent et les vagues. Le lendemain, à midi, j'étais à mon poste sur le pont pour surveiller les manœuvres d'accostage. On distinguait sans peine la silhouette des gens qui y attendaient. L'inconnu les examinait fiévreusement. Le filage des chaînes de l'ancre avait accaparé mon attention quand un cri jaillit soudain de plusieurs bouches à la fois. Je me retournai pour constater aussitôt que l'inconnu avait disparu. Au mouvement de la foule, il était visible qu'elle s'était jetée par-dessus bord. Même si on avait pu stopper un instant les machines, la coque n'était plus qu'à 3 mètres du quai, et sa progression irrésistible. Quiconque tombait entre les deux était perdu. C'est alors que l'invraisemblable se produisit. Il se trouva un homme pour tenter l'impossible, sauter de la rambarde et tomber de tout son poids sur elle. L'ayant entraîné sous la quille, il s'était ensuite laissé remonter lentement des profondeurs jusqu'à la surface bouillonnante du fleuve. Pendant que la vapeur, à l'effroi de tous les assistants de quai, accostait à tribord, le sauveteur, tenant la jeune femme dans ses bras, émergeait à bâbord, où si peu de monde était resté qu'on ne s'en aperçut pas tout de suite. Quand je la tenais assise, me dit-il plus tard, elle a murmuré « Merci », comme si je lui avais ramassé son mouchoir. J'avais encore dans l'oreille le ton sur lequel le capitaine avait dit ces derniers mots. Si je voulais lui serrer la main encore une fois, il n'y avait pas une minute à perdre. J'allais dévaler l'escalier pour le rejoindre, quand je m'avisai que les entrepôts et les baraquements reculaient lentement. Je repris mes jumelles pour y laisser la Nouvelle-Orléans défiler une dernière fois devant moi, puis je les abaissai lentement en direction du quai. Le capitaine était là, perdu dans la foule. Il leva la main pour me saluer. J'agitai la mienne. Quand je repris les jumelles, il avait déployé un mouchoir et le laissait flotter dans ma direction. Dans un des coins, je distinguais, brodé, un écu à 3 bandes, avec une étoile dans chaque bande. Pardonnez-moi, mais la prochaine question est un peu personnelle. Faites-vous le plus souvent appel à votre tête ou à votre cœur ? Cette nuit, dans ma chambre du Disneyland Hotel, j'ai fait un drôle de rêve. Minnie, Dingo, Pluto, Donald et tout le petit peuple des animaux en peluche étaient désespérés parce que Mickey était redevenu souris. Je veux dire une vraie souris, dans le vrai monde, de la vraie réalité. Un monde où les souris sont brunes
grise ou noire, grignote les câbles électriques et les joints des machines à laver et laisse derrière elle de sales petites crottes semblables à des grains de riz marron foncé. Mickey, la célèbre souris Mickey, était redevenue l'une de ces anonymes bestioles poussiéreuses du sous-sol. Le bruit courait même qu'elle s'était laissée prendre au piège, qu'elle avait perdu la vie en échange de la vue d'un morceau de lard. Et toutes les autres véritables souris des environs s'étaient mises à trembler et à frissonner dans l'ombre de leur trou, avec leurs yeux qui clignotaient et se regardaient à tour de rôle, leur queue fouettant le sol d'inquiétude. Elles avaient fini par sortir de leur trou, en hésitant, l'une bousculant l'autre, toutes attirées vers le piège où la petite souris s'était laissée prendre. Parce que le piège, maintenant, était désamorcé. Elle était couchée là, la chère petite souris, avec le fer dans la nuque, ses fines pattes roses écrasées, et ce corps frêle et raidi auquel un bout de lard aurait fait tellement de bien. Debout, à côté d'elle, déjà oublieuses de leur première frayeur, une dizaine d'autres véritables souris s'étaient mises à grignoter le lard dont la petite victime n'avait pas eu le temps de profiter. Mais tout ça n'était qu'un rêve. Et heureusement, aujourd'hui est un autre jour, car depuis ce matin, je me sens tout à fait différent. Je me sens, comment dire, beaucoup mieux. Je crois que ça doit signifier que je suis en train de m'adapter à Disneyland. Disneyland, dont peut-être je suis en train de devenir un véritable, un authentique habitant. Certains humains trouvent la question suivante difficile, mais j'ai vraiment besoin d'une réponse. Si vous étiez un oiseau, quel oiseau seriez-vous? Un hibou ou une colombe? Je vous repose la question. Si vous étiez un oiseau, quel oiseau seriez-vous? Un hibou ou une colombe? Je n'ai pas bien compris. Avez-vous dit une colombe? Je vais reformuler la question. Si vous étiez un oiseau, quel oiseau seriez-vous? Un hibou ou une colombe? Je sais qu'il est difficile de faire des confidences, mais veuillez essayer. Si vous étiez un oiseau, quel oiseau seriez-vous? Un hibou ou une colombe? Je n'ai pas bien compris. Avez-vous dit un hibou? Je n'ai pas bien compris. Avez-vous dit une colombe? Vous êtes seul à connaître la réponse. Parlez distinctement. Avez-vous dit un hibou? Avez-vous dit une colombe? Parlez distinctement. Parlez distinctement. Parlez distinctement. Parlez distinctement. Parlez distinctement.
J'ai analysé vos réponses et voici ce que j'ai appris sur vous. Vous paraissez timide aux yeux des autres, mais vous ne l'êtes pas réellement. Tel le prince ou la princesse des contes de fées terriens, vous êtes idéaliste. Vos banques de données regorgent d'histoires et d'observations sur vos compagnons terriens. Mais il y a une région de l'esprit que vous préférez, la sombre région où règne la douleur. Cela peut paraître effrayant, mais ne résistez pas. N'oubliez pas, la vraie sagesse est l'apprentissage de la peine comme de la joie. Toutes deux ont leur place dans l'univers. À vous de conserver l'équilibre. Je le sais, je suis allé partout. Fin de transmission. Ici Ingrid. Quelque chose de la mélancolie douloureuse des longues après-midi d'enfance, aujourd'hui encore m'envahit. Je crois que de telles heures apprennent à l'étranger qui les vit des secrets que seuls devinent d'habitude les plus anciens habitants, car l'enfance est le sourcier du chagrin. Et pour connaître la mélancolie de cette ville, si glorieusement rayonnante, il faut sans doute y avoir été un enfant. Maintenant, j'ai laissé le centre derrière moi, avec la foule et toutes les attractions. J'ai longé les vitrines de la rue principale jusqu'à la grande place centrale, l'antichambre de la ville. Cette large cour circulaire où le monde entier semble n'être plus qu'un seul et même dimanche après-midi. Le trait caractéristique de cette ville, c'est son vide. La grande place centrale est toujours vide. Les voitures et les tramways qui s'y croisent sont toujours vides. La rue principale, qui commence sur la place et conduit par de nombreux bâtiments jusqu'au fameux château, est toujours vide. À la foule des petites tables des cafés, en plein air, des deux côtés de la rue, il n'y a aucun client. Le grand portail du parc à l'entrée de la place est ouvert à deux battants, mais nul visiteur n'entre ni ne sort. Nous ne sommes pas d'accord sur les détails, mais tous nous convenons que ce lieu, pour une raison ou pour une autre, nous rappelle notre enfance. On peut dire que ça tient à certains bruits de vapeur de la vieille locomotive, à la forme d'un arbre, à l'odeur de grillé ou de sucre cuit, ou encore à ce tournant du chemin, à ce bout de jardin pour l'un et pour l'autre à la forme de cette fenêtre. Mais chacun déclare qu'il se rappelle plus facilement cet endroit que les traits de sa propre mère. C'est ma vieille ville natale. Et d'un pas lent, hésitant, je traîne encore dans ces rues. Disneyland existe. Les enfants aussi, sans doute. Les enfants ne sont pas difficiles. Leur rêve, c'est d'être n'importe qui, de vivre n'importe comment, d'aller n'importe où. Et ils le font. C'est ça la vie des enfants. Ils ne décident pas. Ils ne décident rien. La vie n'est que ce qu'elle est, rien d'autre, et ils le savent. Les enfants aiment la vie, tout le monde sait ça, mais rien ne les oblige à aimer la vie qu'ils ont.